peu un trou, un gap générationnel jusqu'à atterrir jusqu'à notre génération, de personnes qui s'intéressent à ce champ, alors même qu'il a évolué partout ailleurs en Europe. Et donc, l'idée de ce séminaire, de cet espace, c'est de pouvoir échanger à propos de cette discipline qui est peut-être un peu orpheline en France, d'essayer de réfléchir en quoi elle peut produire des choses intéressantes, car subversives, sur les sujets écologiques, pour essayer d'intervenir sur, forcément, dans le débat public, sur les sujets que l'on connaît aujourd'hui. Donc, le CIRC, c'est à nouveau voilà, un grand collectif de doctorants, de solidarité entre doctorants. Donc, si jamais vous êtes intéressé et que vous n'y êtes pas, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'idée, c'est de se donner des idées de sources de financement, d'aider les masterants à monter des thèses. L'idée, c'est de créer des espaces, d'animer des communautés, par exemple une communauté Wikipédia, d'essayer de diffuser l'économie écologique dans les termes dans lesquels on a envie de définir ce qu'est l'économie écologique aujourd'hui. Donc on l'abordera. Si l'économie écologique a réussi à aborder la contradiction face à l'économie de l'environnement, notamment grâce à des approches interdisciplinaires, on sent bien aujourd'hui que c'est plus sur ce front-là, ou en tout cas sur ces modalités-là, que peuvent se faire un nouveau front de recherche pertinent. Et c'est quelque chose qu'on va essayer d'aborder dans les deux tables rondes aujourd'hui. Donc les deux tables rondes, je ne vais pas trop les introduire, parce que de toute façon, on va le refaire. Et la première va vraiment essayer de se concentrer sur la question de l'espace sciences-société et de comment intervenir dedans du point de vue de différentes disciplines et différents rattachements, disons, épistémologiques, et essayer de voir en quoi tout ça discute avec ce qui se passe en économie écologique aujourd'hui. Et sur la deuxième table ronde, l'idée, ça va être beaucoup plus de traiter d'un objet en particulier, qui est l'objet du vivant dans les sciences sociales et à la frontière avec les sciences naturelles. Et donc, on reviendra un peu plus longuement sur ce sujet. Très rapidement, pour la structure, ça sera 1 heure d'intervention, enfin, de discussion modérée, puis 1 demi-heure d'échange avec la salle. N'hésitez pas à intervenir. Vraiment, cet espace est fait pour ça. Et à partager vos difficultés que vous pouvez connaître en ce moment dans votre travail de thèse ou de recherche. J'y reviendrai à la fin, mais voilà, donc, le CIRC ne s'arrête pas au séminaire. Le séminaire, c'est une émanation du CIRC. Si vous voulez le rejoindre et porter des projets que vous pensez pertinents, utiles, ou si même vous voulez travailler un peu en mode développement personnel pour essayer de ne pas déprimer pendant la thèse, n'hésitez pas, c'est un espace qui est bienveillant à cet égard. Et donc, je vais laisser la parole à Amine et à nos intervenants pour la première table ronde. On peut juste pousser. C'est un peu Ça marche? Ok. Bon, merci Adam pour l'introduction. Donc, moi, je suis Amine, je suis un peu un membre à la frontière du cercle, mais on va dire que c'est aussi mon collectif. Et la première table ronde, par rapport à ce que vient de dire Adam, comme elle ouvre le séminaire, on avait envie qu'elle parle vraiment. Désolé aux gens à qui je tourne de dos, on est un peu limité techniquement. On avait envie que ça parle d'épistémologie et de ce rapport à quel sens on donne à notre production scientifique en tant que jeune chercheur ou futur chercheur et chercheuse, parce que voilà, on fait pas de la science dans l'espace, hein, on fait de la science dans des institutions. Notre production, elle atterrit dans un cadre qui lui-même fabrique des règles, qui fabrique des normes, qui est en lien avec des acteurs notamment qui agissent dans des rapports de pouvoir et voilà, donc on va essayer de parler de ça calmement pour garder nos postes, mais c'est un peu les questions qu'on voulait poser. Donc, bon, je fais une petite intro de quelques minutes et puis je vous jette le micro immédiatement. Mais depuis, on va dire, moi, j'aime bien situer ça en France à 2018. On peut dire que le thème de l'enjeu écologique, il a un peu, voilà, il a brisé un peu son plafond de verre médiatique, politique. Le sujet est sorti des frontières, des murs des laboratoires. On n'en a plus que parlé uniquement dans des rapports dits pour les décideurs. Et donc, on peut dire peut-être que
un des objectifs que se fixaient les scientifiques, si c'était le cas, il a été atteint en partie, parce qu'on a parlé de ce sujet de manière beaucoup plus populaire. Mais maintenant, ça pose la question suivante, c'est-à-dire maintenant que ce sujet, c'est devenu un sujet au niveau de la société, quel rôle les scientifiques ont et quel rôle ils se donnent, notamment les scientifiques du social, en traitant de l'enjeu écologique. Voilà. Donc, bon, on va pas faire une revue de littérature de la manière avec laquelle l'économie s'est intéressée à cet enjeu-là. Donc, de Pigou, Léon Thiers, en passant par Coase, Nordhaus, beaucoup plus récemment, et, euh, et certaines institutions aussi, le principe pollueur-payeur de l'OCDE dans les années 70, etc., ont proposé des cadres qui ont été percutés par des penseurs beaucoup plus critiques, qui venaient souvent d'ailleurs d'autres disciplines, et on va en parler. J'aimerais bien que vous nous parliez aussi de vos parcours un peu à travers les disciplines, parce que c'est pas un hasard. En général, les gens qui font de l'économie écologique ou qui ont une épistémologie un peu hors des cadres, bah, c'est des gens qui ont été hors des cadres disciplinaires. Donc, ça a été percuté comment par des gens comme Nicolas Jaurès-Rogan dans les années 70, que beaucoup connaissent ici, qui a fait rentrer des questionnements thermodynamiques, de flux physiques, de flux de matière dans l'économie. Euh, Percuter, c'est pas un mot trop fort parce qu'il y a des gens, des éminents représentants de l'école néoclassique qui ont eu des mots très favorables à l'égard de Georges Rogan. Je pense à Samuelson qui avait dit, après avoir lu le Diane Shopilo and the Economic Process de 72 de Georges Rogan, avait dit, je défie tous mes collègues économistes de rester satisfaits d'eux-mêmes après avoir lu ça. Donc il y a eu quand même voilà, une, une prise de conscience avec 40 guillemets. Et on peut se demander maintenant, maintenant que ces enjeux ils rentrent un peu, ces sujets écologiques, on trouve des papiers sur des thématiques écologiques, hein, même dans l'AER, dans des revues très orthodoxes. On peut se demander, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que c'est être un peu hétérodoxe sur ces sujets? Est-ce qu'il faut continuer à l'être? Qu'est-ce que ça signifie? Et ça pose la question de la frontière épistémologique qu'on se donne, parce que certes, ces thématiques-là sont rentrées un peu dans des revues orthodoxes, mais pas toujours de la manière avec laquelle tout le monde veut les traiter. Donc voilà, on va aborder ça. Et les mêmes enjeux se rejouent d'ailleurs en sociologie, Fanette pourra nous en parler, entre des gens qui veulent faire de la socio de l'environnement pour gouverner l'urgence écologique, ou des gens qui veulent en faire pour voilà, étudier cette interface, comprendre cette interface entre le milieu écologique et la société humaine, nature et culture, comme dirait l'autre. Donc je te laisserai en parler, on parlera bien mieux que moi. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous laisser la parole encore? Que donc voilà, l'idée c'est de revenir sur ces épistémologies et donc de poser deux questions. Pour qui et pourquoi la production en sciences sociales qui traite de l'enjeu écologique? Et donc, immédiatement, je vous propose de d'écrire un petit peu vos parcours. Peut-être on peut commencer par Morgane, parce que la discussion de préparation m'a fait croire que c'était une bonne idée de commencer par toi. En parlant voilà, de votre rapport. Donc, pour qui et pourquoi vous intéressez à ces sujets-là, avec la manière que vous utilisez pour vous y intéresser. Et, euh, peut-être à travers aussi voilà, votre trajectoire professionnelle et académique. Ok. Bon, bah, très bien, je commence du coup. Bonjour à tous. Donc, enfin, merci pour l'introduction, Amine. Je pense il y a beaucoup de choses à dire aussi sur enfin, le cadrage des questions que tu as opérées, mais bon, puisque la question c'est sur nos parcours personnels, je vais commencer par ça. Donc moi, j'ai une formation en sciences politiques. Enfin, j'ai fait un institut d'études politiques et après un master de recherche en économie, avant de faire une thèse, un master de recherche en économie qui était spécialisé sur le marché de l'énergie et du carbone, enfin, le marché de l'énergie et du carbone. Et puis j'ai choisi en thèse de m'intéresser au sujet de la biodiversité, puisque je trouvais que sur l'enjeu, disons, enfin, il y avait un point de vue personnel sur cet enjeu écologique, et puis ensuite, d'un point de vue théorique, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, qui, de manière peut-être plus visible que pour l'enjeu climatique ou énergétique, et cette question de l'anti-économie, quoi. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est avant tout, enfin, préserver la biodiversité, alors, on pourra rentrer dans le détail après, mais il y a quand même cette idée de ne pas réaliser une activité économique, de ne pas exploiter un sol, un terrain, de ne pas faire une construction. Et donc, quel outil on a à disposition dans la pensée économique pour aborder cet enjeu, quoi. Et donc, enfin, bien sûr qu'il y a toute une littérature qui y répond avec de la valeur, avec du maintien des stocks de ressources dans le temps, avec d'autres, enfin, les économistes ont trouvé évidemment beaucoup de réponses à cet enjeu, mais
disons, la question un peu initiale de la thèse, c'est comment on aborde cet objet avec un regard économique utile. Et on pourra revenir sur le rôle des sciences sociales et de la production de savoir face à l'enjeu écologique dans ce cas-là. C'est quelle est une économie utile de la préservation de la biodiversité? Est-ce qu'elle passe par la mise en évidence de la valeur? Est-ce qu'elle passe par l'étude d'arrangements institutionnels qui permettent la préservation? Quel dialogue disciplinaire, etc. Euh, donc, pour mon parcours, pour le dire vite, on pourra peut-être revenir sur ces questions après. Moi, j'ai commencé ma thèse en novembre 2022 et je l'ai commencé de manière un peu particulière. J'ai fait un terrain de 5 mois, 4 mois et demi au Sénégal où j'étudiais la manière dont la restauration des terres et des sols était financée, notamment par des fonds internationaux. Et donc, je précise que je suis dirigée, enfin, la thèse est dirigée par Arnaud Duvrel, qui est jusqu'ici. Donc, je vais dire enfin, c'est aussi un peu particulier de présenter ça comme ça. Donc, j'ai commencé par un terrain de 4 mois, 5 mois au Sénégal. Et l'intérêt, c'était vraiment de comprendre comment était organisée la restauration des terres, à la fois avec des acteurs internationaux qui, du coup, répondaient à un agenda international fixé par les COP, avec des priorités, des banques de développement, du marché de la compensation dans le cadre des crédits carbone et autres, et puis un agenda très local, comment s'organise la dégradation des terres, quels sont les facteurs de dégradation, pourquoi on a des sols qui sont moins productifs et autres, et donc comment, d'une certaine manière, tous ces acteurs interagissent pour organiser la restauration des sols. Et donc, il y avait vraiment cette confrontation au terrain qui, je pense, est caractéristique de l'économie écologique, mais vraiment pas une caractéristique du travail en économie en général, et qui permet aussi de se rendre compte en réalité, qu'est-ce que ça veut dire un service écosystémique, est-ce que ça a vraiment un sens, où va cet arbitrage entre production économique et préservation des ressources, quand est-ce qu'il converge, quand est-ce qu'il est opposé, etc. Et donc, il y avait vraiment faire sortir cette compréhension du rôle que peut jouer la biodiversité dans un contexte économique qui est aussi pas celui dont on a l'habitude, donc un pays dit le. Donc voilà pour le début. Et puis après, je suis passée par plein de sphères institutionnelles et de recherches différentes. Mais disons que j'ai travaillé beaucoup pour l'Agence française de développement et pour la Banque mondiale. Donc avec une perspective très banque de développement, vision de développement, comment on fait pour faire converger les enjeux de développement économique et de préservation des ressources. Et donc toujours cette question de que peut faire le savoir économique dans cette problématisation-là, de quoi on a besoin comme données. Est-ce que on peut construire des trajectoires de développement qui respectent certaines contraintes écologiques? Qu'est-ce que ça se joue au niveau de, voilà, en termes de biodiversité, répartition spatiale, perspective de développement industriel, qu'est-ce que ça nous oblige à modifier? Et donc, c'était une logique aussi beaucoup de l'économie, enfin, du savoir économique comme instrument mis au service de la définition d'un programme de développement plus large avec des contraintes sociales. Donc voilà, peut-être pour la partie dialogue science-institution. Et puis je vais m'arrêter là, peut-être laisser la place pour les autres parcours. Merci. On va essayer de faire 6-7 minutes par question comme ça. Ok, je regarde là. Bonjour à tous et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Donc moi je suis Stéphanie Barral, je suis sociologue de l'économie et donc je suis toujours contente de pouvoir discuter avec des économistes parce que je suis dans un lieu où il n'y en a pas, mais je suis dans un institut où il y en a beaucoup. Mais pas toujours l'occasion de les rencontrer. Donc moi je suis chargée de recherche à INRAE, anciennement l'INRA, Institut national de recherche en agronomie. Et je suis dans un laboratoire qui s'appelle le LISIS, qui est plutôt un laboratoire d'études de l'innovation, de sociologie des sciences et des techniques. Et si on essayait de placer ça dans un peu le champ des sciences sociales, on pourrait dire que c'est plutôt des travaux selon des approches pragmatistes, teintées de l'atourisme, par exemple. Mais il se trouve que moi, en fait, je ne viens pas du tout de cette branche de la sociologie. J'apprends énormément auprès de mes collègues, mais je ne viens pas du tout de là. J'ai d'abord fait une école d'ingénieur en agronomie, et cette école d'ingénieur m'a donné l'occasion en fait, de comprendre, on va dire, les cadres généraux et les modes de réflexion généraux de différentes disciplines qui me servent encore beaucoup aujourd'hui, à savoir l'agronomie, l'écologie et l'économie. Et ensuite, après cette école d'ingénieur en agronomie dans laquelle j'avais besoin, je ne me sentais pas complètement à l'aise, j'ai eu la possibilité de faire une thèse en sociaux à l'EHESS.
sous la direction de Serge Pogane, donc qui n'est pas du tout un latourien, loin de là. Et donc voilà, j'ai été initiée à la sociologie générale à travers une thèse sur la condition ouvrière dans les plantations de palmiers à huile en Indonésie. Et donc j'ai fait un travail de sociologie générale sur la condition ouvrière. Dès la thèse, on va dire, mais aussi après le postdoc, j'avais quand même, j'arriverai pas trop, bon, si je pourrais très certainement l'expliquer, mais en tout cas, vraiment un attrait pour essayer de comprendre les faits économiques. C'est quelque chose qui m'a toujours, voilà, qui a toujours été important pour moi dans la construction de recherche en sciences sociales. Et donc, la sociologie économique, bah, c'est cette branche de la sociologie qui va s'intéresser aux faits économiques comme des faits sociaux et qui va les analyser avec les outils de la sociologie. Donc voilà, j'ai vraiment, on pourra peut-être revenir là-dedans, mais voilà, creuser mon trou, on va dire, dans la communauté des sociologues de l'économie. Et puis, j'ai été recrutée en 2014 au LISIS alors peut-être qu'on reviendra aussi là-dessus, mais à l'INRA, on est recruté sur des projets de recherche avec des profils. Donc, il faut faire ce qu'on nous demande, quoi. Donc, moi, j'ai été recrutée pour travailler sur la valorisation des services écosystémiques. Et en fait, j'ai redéfini ça quand je suis arrivée en une sociologie des marchés de l'environnement et tout un travail sur la mise en économie de l'environnement. Donc, je vous disais, je suis arrivée dans un laboratoire. Alors, j'ai découvert complètement en arrivant dans ce laboratoire des modes d'enquête et des modes de conception du social qui m'étaient très éloignés et une sociologie que je connaissais pas du tout. J'ai notamment découvert avec surprise qu'on pouvait enquêter sur des connaissances scientifiques. J'avais jamais fait ça et j'ai trouvé ça super. Et notamment pour travailler sur des politiques environnementales libérales qui reposent sur l'idée de produire des incitations économiques pour valoriser des actions positives sur la nature. Ça m'a été très utile de repartir avec les connaissances que j'avais de l'économie et de l'écologie, de regarder à la fois comment des concepts de l'économie sont repris dans la conception et la mise en œuvre des politiques environnementales, mais aussi comment les savoirs de l'écologie sont mobilisés, notamment au cours de la mise en œuvre des politiques publiques pour, développer des instruments de politique publique. Je vais juste en dire un élément de plus pour que ce soit plus clair. En fait, pendant la première dizaine d'années où je suis arrivée à l'INRA, justement, je me suis intéressée à cette application du principe de pollueur-payeur qui consiste à mettre en équivalence des impacts sur l'environnement, sur la nature, sur le climat, des émissions de gaz à effet de serre, de destruction d'écosystèmes, etc., de les mettre en équivalence en théorie avec des actions positives, hein, planter des haies, restaurer des écosystèmes, stocker du carbone dans les sols, etc. Et cette opération de mise en équivalence, qui est en général instituée par le droit de l'environnement, elle institue aussi la possibilité d'un échange marchand, puisque les responsables d'impact écologique vont ensuite pouvoir acheter sur un marché des crédits de biodiversité, des crédits carbone. Et donc, moi, je me suis intéressée à cette opération fondamentale de neutralité écologique, hein, cette idée qu'on peut neutraliser les impacts de plusieurs manières. D'abord, j'ai fait un peu la socio-histoire de ce concept de neutralité écologique. Donc, c'est essayer de regarder justement comment les idées économiques sont appropriées dans les arènes internationales, par les gouvernements, dans les systèmes juridiques, dans les politiques publiques. Et ce que je montre, c'est que depuis les années 70, en fait, on a une forme de colonisation de ce principe de la neutralité écologique dans un nombre grandissant de politiques publiques, sur un nombre grandissant de problèmes publics. Voilà, au départ, c'est le no-net loss de biodiversité qu'on retrouve dans aussi un no-net loss de pollution plastique, sur la neutralité carbone 2050, etc. Et dans un deuxième temps, je me suis intéressée justement à comment cette mise en équivalence institue une économie de marché et notamment une économie de services écologiques. Et on va voir se spécialiser des entreprises qui vont justement restaurer, planter des haies, restaurer des écosystèmes, planter des forêts, etc. et être rémunérées pour ces services écologiques.
Ce qu'on voit aussi dans la production de ces services, c'est qu'en fait, il y a aussi toute une économie de la quantification, une économie de la mesure, une économie de l'audit qui est mise en œuvre. Et c'est vraiment, en fait, toute cette avancée, on va dire, du front de l'économie de marché sur des services écologiques et sur des activités de mesure et de quantification qui m'a énormément intéressée pendant une dizaine d'années à me poser la question, en fait, comment les États gardent le contrôle alors même qu'ils délèguent en fait la mise en œuvre des politiques publiques à cette économie de services écologiques et à cette économie de la quantification. Et aussi comment les bureaux d'études, les entreprises qui sont en charge de la production et de la mesure de ces services écologiques, en fait, reconfigurent les politiques publiques sous le prisme de eux, leurs propres exigences, et notamment leurs exigences de rentabilité économique. Donc voilà, enfin, juste pour le dire de façon beaucoup plus simple, et après je m'arrête. Euh, voilà, par exemple, j'ai fait toute une enquête sur les bureaux d'études environnementales en France et pour montrer que on va dire les modalités organisationnelles de ces bureaux d'études, leur modèle économique, la division du travail et tout un ensemble de caractéristiques comme ça expliquent la façon dont ils produisent les études quand ils doivent, par exemple, évaluer les impacts d'un projet d'aménagement ou autre. Donc en fait, c'est pas uniquement des réceptacles passifs de production d'études scientifiques, il y a bien le prisme de la rentabilité économique de ces acteurs qui joue aussi sur la façon dont ensuite vont être mises en œuvre les politiques publiques. Voilà, j'ai décliné ça sur 3 cas pour essayer d'avoir un regard un peu systématique, mais je pense que j'ai assez parlé, j'imagine. Donc C'est très bien. je laisse la parole. J'enchaîne? Allez. Ouais. Allez, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire. Je suis vraiment hyper content à la fois d'y participer et que ça ait lieu, parce que je pense que c'est hyper important qu'on puisse avoir des discussions entre disciplines. Alors, moi, par contre, je connais pas du tout l'économie, un peu à la marge de l'économie écologique, parce que je l'ai croisé quand on fait de l'écologie politique. On en croise nécessairement certains travaux. Mais voilà, je suis pas du tout spécialiste d'économie. Moi, je fais de la philosophie de l'environnement et en particulier de la philosophie sociale de l'environnement. Je vais juste essayer de vous expliquer peut-être un tout petit peu après ce que c'est. Mais disons que j'ai commencé ma thèse en philosophie sociale à Nanterre, que j'ai soutenue en 2019, qui avait deux dimensions, disons. Une première dimension qui était une relecture de l'histoire de la philosophie marxiste, depuis Marx jusqu'au courant contemporain, à partir des questions écologiques. Donc c'était vraiment un travail de philosophie sur des corpus, sur des textes, comment est-ce qu'on peut les relire à partir d'une question actuelle. Et une deuxième dimension qui était plutôt de philosophie, disons, d'analyse des concepts et de clarification conceptuelle, qui visait à se demander comment est-ce qu'on peut redéfinir les concepts classiques de la théorie critique, que ce soit les concepts de propriété, de travail, d'exploitation, d'aliénation, etc., à partir des expériences négatives produites par la crise écologique. Donc voilà, un travail tout à fait classique de philosophie, à la fois constitution de corpus de texte en histoire de la philosophie et clarification conceptuelle. Avec pour enjeu, d'abord un enjeu dans la thèse qui était vraiment de dire, bon, l'écologie politique contemporaine, elle a tendance à interroger ce que, bon, on peut après la tour appeler les rapports collectifs à la nature. Mais elle le fait de plein de manières, et il me semblait que le marxisme écologique ou l'écologie politique marxiste avait une réponse un peu spécifique par rapport à ce que fait l'écologie politique générale, qui est de dire, en fait, on ne peut pas penser les rapports collectifs à la nature si on ne place pas au premier plan la question des rapports de propriété. Moi, ce qui m'a intéressé dans ma thèse, c'était la question des rapports de propriété de la terre. Parce qu'il me semblait que c'était intéressant de relire le marxisme comme une théorie des rapports de propriété de la terre, ce qu'on trouve, à mon avis, chez Marx et chez plein d'autres autoristes et auteurs. Et donc, en disant, bon, en fait, si on se passe de cette médiation-là, quels sont les types de rapports de propriété de la Terre? En fait, on ne peut pas penser véritablement quels sont les rapports à la nature. À partir de là, c'était ma thèse donc, que j'ai soutenue en 2019. À partir de là, j'ai essayé de compléter cet aspect-là avec le deuxième concept central du marxisme, qui est celui de travail et d'exploitation du travail. On va dire que lui aussi, c'était un concept qui méritait d'être redéfini, notamment les dimensions critiques
avec lesquels on pense le travail méritaient d'être définis à partir des expériences négatives de la crise écologique. Donc, que ce soit les expériences des travailleurs sur leur lieu de production humain ou de la mise au travail des non-humains dans les lieux d'exploitation, que ce soit agricole, industriel, etc., en me demandant notamment ce que ça pouvait bien vouloir dire de parler d'aliénation animale, d'exploitation des forces naturelles ou des êtres naturels, etc. Donc voilà, un travail de redéfinition des concepts. Je voudrais juste, peut-être, parce que j'ai dit que je faisais de la philosophie sociale de l'environnement, je vais juste clarifier peut-être un peu le. Donc, ce que je fais, c'est de la philosophie sociale de l'environnement centrée sur un corpus qu'on peut dire éco-marxiste ou un corpus de l'écologie politique marxiste. Je vais redéfinir ça dans un instant. Mais il faut se dire que la philosophie de l'environnement, jusqu'à extrêmement récemment, c'est principalement de l'éthique environnementale. Alors, c'est des textes passionnants, tout à fait fondateurs. On peut dire qu'un des textes fondateurs, c'est l'Almanach d'un comté des sables d'Aldo Léopold en 49, publié en 49, jusqu'aux travaux contemporains de Burt Callicott ou de Baptiste Morisot, voilà, qui est le grand continuateur de l'éthique environnementale française. Mais c'est donc des gens qui venaient de la philosophie morale avec une question qui est comment peut-on faire pour protéger la nature? Pour protéger la nature, il faut lui reconnaître une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur pour elle-même, et pas simplement une valeur de moyen pour les activités humaines. Donc pendant 40 ans, le champ de la philosophie de l'environnement, c'était un champ qui s'est interrogé sur la manière dont on allait pouvoir fonder la valeur intrinsèque de la nature. Avec l'idée que si on reconnaissait simplement la valeur instrumentale de la nature, un moyen pour les êtres humains, on serait incapable de la protéger. Ça, c'était le gros massif, disons, des éthiques environnementales. Voilà. Et puis, il y avait un autre massif quand même très important pour les auteurs que j'ai lus, moi, qui était celui de l'économie écologique. Et avec des concepts qui se développaient à l'époque, de capital naturel, de services écosystémiques, etc. Et où là, l'idée, pour le dire, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, je vous raconte simplement la manière dont les gens que j'ai lus on relate, c'est la constitution de cette histoire de l'économie écologique, mais leur critique, c'est de dire, bon, il s'agit en fait simplement d'intégrer les flux de matière à la valorisation, à la valeur monétaire, et donc, en fait, d'avoir des manières de penser la valeur monétaire des ressources naturelles. Donc, de rester dans un logiciel qui était un logiciel totalement instrumental dans le vocabulaire philosophique de l'époque. La nature, les services écosystémiques ne sont pensés comme des moyens pour parvenir à des fins humaines avec les outils de l'économie. Et c'est en fait à ce moment-là que s'est développée une écologie politique marxiste. Je pense que peut-être pour vous, c'est pas le plus connu, mais celui qui serait le plus intéressant, c'est Paul Burkett, qui a écrit notamment un livre qui s'appelle Ecological Economics sur Marx, et qui se disent, bon, alors en fait, il y a un truc que nous, en tant que marxistes, on a, c'est une théorie de la valeur, on peut la critiquer, tout ce qu'on veut, mais on a une théorie de la valeur et on pourrait dire qu'elle nous donne une perspective dans les débats écologiques contemporains, c'est de dire, nous, on n'est ni pour dire qu'il faut protéger la valeur intrinsèque de la nature, parce que c'est un débat métaphysique. Fonder la valeur intrinsèque de la nature, c'est de la métaphysique, on ne va pas arriver à le faire. Ou en tout cas, ça va avoir aucun effet politique. On n'est pas non plus pour intégrer la nature à la valorisation et au calcul de la valorisation économique. Donc, en fait, notre perspective en tant que marxiste écologique, c'est de dire, nous, on considère que la valeur d'échange, c'est un rapport social et que c'est ce rapport social qui doit être aboli en tant qu'il intègre en permanence les questions naturelles, les questions écologiques, etc. Et donc ça, en fait, ça fonde le champ de l'écologie politique marxiste qui essaye voilà, d'échapper à ces deux trucs-là. Moi, j'ai juste essayé de faire ça. Il n'y avait pas beaucoup de choses en France pas beaucoup de gens en France qui faisaient ça, avec un énorme avantage que d'un point de vue institutionnel, vous avez sans doute pas du tout, et qu'on a très peu de postes en philosophie. Donc voilà, c'est très difficile d'avoir des postes, mais en revanche, c'est beaucoup moins dogmatique. Les perspectives pour avoir des postes, c'est-à-dire, on peut faire du marxisme. Moi, quand je suis arrivé, c'était peut-être pas le cas dans les années 90, mais en 2020, vous pouvez être marxiste en philosophie en France, ça pose aucun problème.
Juste, il n'y a pas de poste, donc il y a des chances que vous n'en ayez pas. Mais c'est pas parce que vous êtes marxiste, c'est juste parce qu'il n'y a pas de poste. C'est la même chose si vous êtes cartésien ou tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça a été quand même voilà, une chance qui fait que ensuite je suis rentré au CNRS en 2023 pour un projet qui essaye de, pareil, au CNRS, on rentre sur des projets, et pour un projet qui porte sur le rôle des droits, et notamment des droits de propriété intellectuelle, dans les interactions entre science et vivant. Donc, pour le dire de manière plus claire, sur la manière dont le droit de propriété intellectuelle encadre le développement de certaines technosciences qui transforment nos rapports au vivant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, évidemment, c'est les biotechnologies appliquées aux questions agricoles, des semences, ou aux questions animales, la sélection des races, etc. Mais ça a aussi évidemment beaucoup d'effets dans les questions médicales, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, et c'est une manière de poursuivre en fait le débat sur propriété et travail dans les rapports à la nature, en disant qu'en fait il y a beaucoup de médiation dans les rapports aux vivants et à la nature. Ça fait un peu le lien avec la table ronde d'après, et que en tout cas nos rapports aux vivants sont certainement pas des rapports purement sensibles, immédiats, simplement esthétiques, qui n'ont pas de médiatisation symbolique, sociale, politique, culturelle, scientifique, technique et juridique. Et que voilà, quand on va essayer de penser le rapport entre science et environnement, c'est vraiment toutes ces médiations quoi, qui sont importantes à prendre en compte. Non, c'est parfait. Ça marche, oui. Ben, sinon, c'est parfait parce qu'en plus, on a une espèce de petit panel. Il n'y a pas une exhaustivité, mais des sciences des SHS, parce que voilà, en fait, tu as une trajectoire quand même plus économiste. Là, il y a une sociologue et un philosophe, donc c'est super. Euh, En plus, merci parce que vous avez un peu débordé votre trajectoire non, mais c'est exactement ça qu'on voulait, c'est-à-dire que de montrer que en fait, à travers ces trajectoires un peu interdisciplinaires, bon, quasi systématiquement, on a des trajectoires interdisciplinaires chez les gens qui s'intéressent aux enjeux écologiques, se rejouent les débats qu'on a envie d'évoquer ici au niveau épistémo. Donc maintenant voilà, on sait un peu plus d'où vous parlez, peut-être vous pourriez, même si vous avez commencé déjà à le faire, nous dire vous avez un peu choisi un positionnement. Alors peut-être vous aviez des positionnements épistémaux avant de vous intéresser au sujet écologique. Peut-être d'ailleurs vous étiez dans une autre discipline quand vous vous y intéressez pas. Non. Je ne sais pas ce qui est venu avant. Peut-être vous pouvez aussi nous le dire. Mais votre positionnement épistémologique, la manière avec laquelle vous essayez de produire de la connaissance, euh, pourquoi vous avez fait ce choix-là? Pourquoi vous avez fait ce choix-là et pas un autre en particulier? Euh, Parce que ça implique des choix théoriques et méthodologiques, mais aussi la manière avec laquelle vous allez vous adresser, la manière avec laquelle, pardon, votre production scientifique, elle s'adresse à certaines personnes et pas à d'autres. Et donc, peut-être, voilà, par la justification de ces choix, nous dire, bah, du coup, pour qui vous faites de la connaissance et pourquoi. Vaste comme question. Euh, oui, alors, donc, enfin, je vais peut-être commencer en parlant du positionnement au sein de l'économie écologique. Et donc, dans la salle, il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent en économie écologique. Ça peut aussi être un dialogue. N'hésitez pas si vous avez des réactions. Euh, donc, disons que euh, on va partir d'une définition de l'économie écologique relativement générale qui serait la prise en compte de l'économie comme encastrée dans la biosphère avec à la fois la dépendance et les impacts des sociétés humaines vis-à-vis du bon fonctionnement des écosystèmes. Et donc, on avait, enfin, c'est une définition très générale, il y a beaucoup de ramifications de l'économie écologique. C'est à la fois critiqué et valorisé comme un champ transdisciplinaire avec voilà, des perspectives théoriques très différentes en son sein et où, notamment à l'intérieur même, on a essayé de faire avoir des typologies, la typologie de lifestyle avec l'économie des ressources, la socio-économie écologique et puis une vision plus pragmatique. Il y a d'autres typologies qui ont été étudiées. Donc derrière, on a enfin, voilà, différentes méthodologies
des positionnements épistémologiques différents, la question de l'éthique environnementale, la question de la philosophie sous-jacente, etc. Enfin, donc on arrive effectivement en doctorant dans cet univers-là, en se posant la question de son positionnement, de ce qu'on trouve le plus pertinent pour aborder nos questions de recherche. Et je pense que cette question à la fois du positionnement adéquat, mais aussi de la bonne méthode pour répondre à notre question, elle nous est pas directement, cette question de la bonne méthode, elle ne nous est pas directement donnée et qu'on voit, ça fait partie de notre recherche d'interroger la méthode qui fait du sens par rapport à notre objet. Donc moi, la façon dont je vois cette évolution, c'est d'accord, l'économie écologique à l'origine, c'est plutôt une contre-économie, c'est au long, c'est produire une métrique qui vient questionner la pertinence de la valeur monétaire du prix, qui vient apporter une autre vision de la réalité, donc ça peut être en énergie, en kilojoule, en matière et autres, qui vient nous donner une autre lecture du système social, du système économique. Et cette vision-là de l'économie écologique comme contre-économie, elle est encore présente dans les travaux de Rambord, par exemple, donc d'avoir vraiment cette idée que la valeur monétaire ne nous permet pas de comprendre le système, donc ne nous permet pas d'agir sur les causes de la dégradation écologique. Mais au sein de l'économie écologique, il y a aussi une convergence de la vision économique et matérielle qui peut avoir différentes formes, et elle peut être à la fois dans la méthode elle-même, ça va être la modélisation intégrée, dynamique écologique et économique, ça va être d'autres modèles intégrés qui sont pas dans une convergence comme type système dynamique, mais qui vont être sur l'intégration d'une information matérielle dans un modèle macro, par exemple. On va revenir sur les différentes dimensions, mais disons une acceptation par l'économie d'une autre forme de données qui donne soit des multiplicateurs, soit à la fin une information corrigée par un impératif écologique ou une limite écologique. Et sauf que c'est cette vision-là d'une économie qui est capable de prendre en compte l'information matérielle dans un tout cohérent, dans un système cohérent, finalement, elle n'appartient plus à l'économie écologique. Quand on pense à la revue Économie de la biodiversité de Das Gupta en 2021, par exemple, c'est un modèle de croissance qui prend en compte les limites à la croissance, qui prend en compte des limites planétaires physiques, et c'est très étonnant pour un économiste comme Das Gupta, il a étudié des modèles de croissance avec d'autres hypothèses dans les années 77. Et donc cette vision de l'économie comme vraiment encastrée, comme devant prendre en compte comme contrainte par la génération de l'atmosphère, elle s'est diffusée dans le champ de l'économie de l'environnement. Et on voit bien que avec cette diffusion, on a aussi perdu une dimension critique ou une dimension conflictuelle à la protection à l'impératif écologique. C'est-à-dire on a montré les dépendances. Ça veut dire que l'activité économique et la production écologique peuvent aller dans le même sens. On préserve le développement et autres. On a perdu un peu ce côté contre-économie, contre-proposition, une mise en évidence des arbitrages et autres dans une perspective de durabilité, en fait, de durabilité du système économique. Et donc, ma perspective, ce serait plutôt de sortir un peu notamment de la question de la dépendance, de la démonstration de la rationalité à agir, de la démonstration de l'intérêt l'intérêt économique ou même à l'action par la durabilité de la ressource ou par la valeur, et de mettre en évidence le fait que oui, il y a un arbitrage, que oui, il y a un coût à la préservation de la ressource, et que la question maintenant, c'est des arrangements institutionnels pour partager ce coût, pour mettre en place des systèmes, des politiques qui sont des choix politiques de qui doit payer pour la préservation, comment on doit organiser en fait, la sortie d'une exploitation. Je vais donner un exemple pour être concret. Par exemple, l'économie écologique a beaucoup travaillé, et puis après l'économie de l'environnement avec elle, sur la question des pollinisateurs. Montrer que les pollinisateurs, par le service écosystémique qu'ils rendent à l'agriculture, ils ont une valeur, et donc on doit protéger les pollinisateurs pour un intérêt économique et donc un profit, etc. La question, c'est maintenant qu'est-ce qu'on a dit ça, qu'est-ce qui détruit les pollinisateurs? C'est l'artificialisation des sols, et c'est des pesticides, des engrais, les néonicotinoïdes, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est une économie écologique à laquelle moi j'aspire, disons? C'est une économie écologique qui dit, OK, bon, de l'extérieur, on doit réduire l'usage des néonicotinoïdes,
et ben en fait, quel est le prix, quels sont les risques inflationnels qui vont avec, quel est l'impact potentiel sur la production. Pour d'autres économies qui sont peut-être pas les nôtres, si on a une transformation agricole d'ampleur, c'est quel va être l'impact sur la balance commerciale, et donc quels sont les mécanismes politiques qu'on met en face. Est-ce qu'on met en face par exemple, je pense à l'agriculture du Brésil, un paiement international pour compenser les pertes, parce que c'est un coût d'opportunité, c'est un bon chiffre. Est-ce qu'on met en place, je sais pas, est-ce qu'on s'interroge sur une sécurité sociale agricole qui permet de changer les modes de rémunération des agriculteurs et la façon dont on consomme. Enfin, en fait, une économie qui a une implication normative, non pas par sa capacité à démontrer l'intérêt à agir, mais par sa capacité à outiller l'action en faveur de la préservation. Et ça, c'est quand même une grande différence qui, au sein de l'économie écologique, va plus rejoindre la vision institutionnaliste et pragmatique, mais pas seulement. C'est vraiment cette économie de la normativité écologique. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à construire. Moi, dans ma tête, je me suis intéressée à la partie financement-investissement. Donc, qu'est-ce qu'un investissement dans la préservation? Et donc, d'une certaine manière, dans un coût d'opportunité la plupart du temps. Et donc, ça pose pas la question. Mais j'ai aussi une conscience que cet investissement, il dialogue avec une norme. Il dialogue avec une norme de préservation. Il dialogue avec des choses qui ne sont pas fondamentalement économiques, des comportements, pas des comportements, mais aussi voilà, les restrictions, parce qu'on a conscience des limites sanitaires. L'économie écologique a travaillé depuis les années 60-70 pour nous donner cette conscience d'une économie en question. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a vraiment cette économie de l'action écologique à construire. Voilà, merci. Merci. Merci aussi pour les questions. Je vais commencer, je pense, peut-être par prendre le temps de resituer un peu aussi ce que c'est que le champ de la sociologie de l'environnement pour montrer comment moi je me situe dedans et ensuite qu'est-ce que j'en tire comme conséquence sur on va dire, la façon dont je considère l'utilité sociale des travaux que je peux conduire. Et pour ça, je vais revenir sur un travail qu'on a fait avec Gabriel Boulot et Fanny Guillet, qui sont deux collègues sociologues du LISIS et ici du Muséum. En fait, c'est marrant parce que quand on écoute les historiens, quand on écoute les philosophes et puis nous autres sociologues, on se dit, ah, c'est marrant, la question de l'environnement, elle est arrivée plus tard qu'ailleurs en France. Et du coup, ça vaudrait le coup de se questionner. Enfin, on a tous notre réponse pour notre discipline, mais ce serait intéressant de se questionner un peu plus généralement sur ça. En tout cas, et c'est le cas de la sociologie. Pendant longtemps, la question environnementale, elle a un peu vivoté dans les marges de la sociologie. Et on va dire depuis une dizaine d'années, grand maximum une quinzaine, il y a à l'inverse une explosion du nombre de travaux qui s'y rapprochent ou qu'on peut raccrocher, et du nombre de sociologues qui se définissent comme des sociologues de l'environnement ou qui s'intéressent à la question environnementale. Et bien, voilà, comme d'autres, on a ressenti le besoin avec ces deux collègues d'essayer d'y voir clair et d'essayer de travailler une forme de réflexion sur l'organisation du champ, voire un peu de théorisation de son organisation. Ce qu'on a fait dans un petit repère qui s'appelle la sociologie de l'environnement, à un moment où effectivement il y avait un besoin de réfléchir et de faire l'état des lieux de la sociologie de l'environnement, parce qu'il y a 3 autres manuels qui sont sortis, il y a eu un embouteillage éditorial sur la sociologie de l'environnement. Alors nous, notre proposition, elle est à la fois, alors on a fait une chose on a assumé un geste dans notre bouquin qui est un peu ce qui nous distingue des 3 autres, c'est que, alors on a mis tous les travaux institutionnalistes qui se définissent plutôt comme des travaux de sciences politiques en général. Nous, on a considéré que ces travaux qui s'intéressent à la façon dont les règles, les institutions structurent des logiques et des régularités sociales dans la façon dont on prend en charge les questions environnementales, ça faisait partie de la sociologie. Et puis donc, voilà, dans cet état des lieux, on a essayé de définir des grands critères à partir desquels on peut situer les travaux en sociologie de l'environnement. Et on en a défini 2 à partir desquels on fait un peu une matrice pour situer tout ça. Les 2 critères qu'on se donne, c'est justement quelle est la conception du social sous-jacente dans les travaux. Et on a d'un côté une conception du social plutôt structuraliste, dans laquelle on va considérer que le social est constitué de structures stabilisées et que l'environnement, la question environnementale vient percuter ces structures sociales, et on se questionne sur la façon dont est-ce que la question environnementale vient renforcer, déstabiliser, transformer les structures sociales. C'est dans ces approches structuralistes qu'on va regarder tous les rapports de domination, la place de l'État, des coalitions dominantes, donc
Donc, tous les travaux voilà, de stratification sociale, les travaux plutôt bourdieusiens, marxistes et institutionnalistes, on va placer de ce côté-là. Et puis, de l'autre côté du pôle, on a des travaux plus pragmatistes dans lesquels la conception du social est en fait l'idée que l'environnement et le social se coproduisent en permanence. Et là-dedans, on va trouver l'interactionnisme, les travaux de Latour, les travaux aussi pragmatisme sur les régimes d'engagement, etc. Donc ça, c'est un premier pôle. Et puis dans le deuxième axe, on regarde comment sont conceptualisées les relations entre les sociétés, les groupes sociaux, les individus et l'environnement. Et on voit qu'il y a aussi un peu deux grandes façons de conceptualiser tout ça. On peut regarder l'environnement comme les représentations sociales sur l'environnement d'un côté. Et on peut regarder aussi l'environnement dans sa matérialité, à la fois sa matérialité, ses caractéristiques biophysiques, mais aussi les connaissances qui vont médier les relations entre les sociétés et leur environnement. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps, mais moi, donc, je vous disais, je suis arrivée dans un labo plutôt latourien, donc en fait, on est plutôt dans des approches très matérialistes, très coproduction du social et de l'environnement. J'ai appris énormément aux côtés de mes collègues, notamment plutôt sur un principe méthodologique dont je parlais déjà tout à l'heure, qui est en fait, enquêter à partir des connaissances, c'est-à-dire regarder comment des experts, des scientifiques, des financiers, etc., vont produire des connaissances et à partir de ces connaissances, prendre des décisions. Alors, pas uniquement les connaissances, il y a aussi le droit, il y a aussi plein de choses, mais prendre des décisions pour mettre en œuvre une politique publique, prendre des décisions dans le cadre de politiques publiques. Et donc, j'ai fait ça et enfin, je voyais des choses dans des études de cas assez situées, je voyais des choses très intéressantes, justement sur ce que je vous disais tout à l'heure, comment un bureau d'études, en fonction du temps de travail qu'il a disponible, du nombre de contrats qu'il attend derrière, etc., comment ils vont sur le terrain, sur les sites de futurs projets pour compter les espèces, est-ce qu'ils ont du temps ou pas, est-ce qu'ils en mettent sous le tapis ou pas. Et ça s'explique aussi voilà, de façon très locale et située comme ça. Et ça m'a passionné de le faire et c'est comme ça que j'enquête. Mais progressivement, j'ai quand même ressenti une grosse frustration à rester cantonnée, en fait, on va dire, dans ces études des études de cas très locales et très situées, parce que justement, c'est des approches qui ont tendance à écraser complètement les rapports de force qu'il peut y avoir, les contraintes économiques qui vont structurer la façon dont on met en œuvre une politique publique, par exemple, etc. Et donc, progressivement, voilà, j'ai ressenti ce besoin de dézoomer aussi. Et donc, ça, on en parlera un peu plus tard, mais mes dispositifs méthodologiques, ils ont à la fois cette idée de produire des observations extrêmement fines et exhaustives, c'est trop fort, mais très nourries sur des cas, mais de construire des outils théoriques pour dézoomer aussi et remettre en perspective toutes ces études de cas dans un schéma d'analyse qui soit plus large et qui essaie d'identifier des régularités sociales et remettre un peu de structure utiliser les outils du pragmatisme, mais les réinterpréter aussi derrière dans des approches plus institutionnalistes. Voilà, ça c'est important pour moi de pouvoir faire ça parce que il me semble que c'est une condition, en tout cas c'est une possibilité de redonner du poids à la parole et aux analyses sociologiques et d'essayer de produire des résultats qui sont un peu généraux et un peu systématisés et qui du coup puissent aussi peser dans des débats institutionnels, être remobilisés aussi du côté des mobilisations environnementales, essayer d'armer la critique, on va dire, en quelque sorte, ou de nourrir le débat institutionnel. Et donc ça, c'est un élément dont je voulais parler, c'est sur le pour qui, quand on fait le type de travaux que je mène, donc en fait, comme je vous le disais, je m'intéresse à des politiques publiques libérales qui responsabilisent un ensemble d'acteurs privés. Et les études de cas que je fais et l'analyse de ces politiques publiques me conduisent à en avoir une connaissance intrinsèque très poussée et donc une capacité de réflexion à la façon dont on pourrait les améliorer.
Et un peu tout naturellement, on réfléchit à ça quand on déplie une politique de compensation carbone, et comment elle est mise en œuvre dans les secteurs forestiers, secteurs agricoles, etc. On a cette capacité, en fait, à rentrer dans un paradigme un peu optimisateur, finalement, de ces politiques environnementales libérales. Et, euh, et, euh, et, et en même temps, c'est des travaux qui nous conduisent à montrer les limites structurelles de ce type de politique publique. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu prise en tension en permanence dans ce truc de je peux faire des super recommandations, mais en même temps, ayant tellement étudié l'objet, je sais très bien qu'elles ne serviront à rien et que même si on les met en place, en fait, les limites structurelles sont toujours les limites structurelles. Et donc, voilà, ça questionne aussi, enfin, moi, ça me questionne pas mal. Ok, tous ces travaux, à quoi ils servent? Alors, ils servent à armer la critique du libéralisme environnemental, ça c'est sûr. Mais en même temps, enfin, le fait d'avoir fait toutes ces enquêtes fait que j'ai aussi pas mal de relations dans les administrations, au sein des ministères, etc. Donc, qu'est-ce que je fais de ça? Bon, ça bouge, hein, j'ai pas de réponse complètement figée là-dessus, mais bon, ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que ça me donne un peu quand même une position d'experte, mais aussi un peu une capacité de voir, même au sein des administrations, voilà, des agences, que l'État est une entité hétérogène et qu'on voit bien aussi les rapports de force entre les services, entre les bureaux, etc. Et puis on peut aussi créer des alliances, on va dire, avec les partis dominés et les fractions dominées de l'administration publique, par exemple. C'est aussi une manière, je trouve, de réfléchir à ça. Voilà, si j'ai 30 secondes, mais j'ai peut-être trop parlé déjà. J'ai trop parlé. C'est pas grave, je le dirai après. Je le dirai après. Il va y avoir un dernier tour. Vas-y. Merci beaucoup et pour vos réponses qui sont vraiment super intéressantes et passionnantes. Je sais pas par où commencer. Pourquoi est-ce que je me suis mis à travailler là-dessus? Alors, c'est juste une anecdote, mais j'ai pas commencé à travailler dans ma thèse sur les questions écologiques spécifiquement. J'ai commencé à travailler sur les épistémologies d'histoire globale du capitalisme. Il y avait une petite partie de cette thèse qui était consacrée à la dimension des histoires environnementales du capitalisme. Et mon directeur de thèse, très adroitement mais gentiment, m'a un jour dit, non, il faut que tu choisisses, tu fais vraiment comme tu veux, hein. Sur les histoires globales, tu n'as pas grand-chose à dire, mais tu fais vraiment comme tu veux. Donc, moi, je me suis dit, bon, allez, je vais plutôt travailler sur les questions d'histoire environnementale, les questions d'écologie. Non, mais pour l'anecdote, c'est aussi des trucs hyper, voilà, ça dépend de conjoncture, quoi. Mais juste pour revenir à la situation, plus spécifiquement dans le champ de la philosophie de l'environnement, au moment où je commençais à y travailler, pas à l'échelle globale, mais vraiment en France, il y avait donc d'une part des éthiques environnementales très peu représentées. Globalement, il y avait Catherine Larère qui s'en occupait. C'était la seule personne qui était en poste en philosophie de l'environnement, qui faisait un travail passionnant, très intéressant, etc. Mais vraiment un travail dans la lignée de l'éthique. Et d'un autre côté, il y avait énormément de questions ontologiques qui étaient débattues dans le champ de la philosophie, autour des travaux de Philippe Descola, de Bruno Latour, etc. Euh, Moi, il me semblait, j'ai déjà évoqué un peu les apories de ces deux dimensions, mais il me semblait que voilà, il y avait une autre manière de poser le problème. Et moi, je viens de la philosophie sociale ou de la théorie critique. Donc, il me semblait que ce qu'il fallait développer, c'était justement quelque chose qui était de l'ordre d'une théorie critique des rapports capitalistes à la nature. Pas simplement une théorie des rapports sociaux, des modes d'existence, des modes de relation à la nature, mais vraiment une théorie critique des rapports sociaux à la nature. Qu'est-ce que ça veut dire une philosophie sociale ou une théorie critique? Je rentre un tout petit peu plus dans la tambouille philosophique, quoi. On peut dire que la philosophie sociale, elle naît, disons, avec l'école de Francfort en Allemagne dans les années 30, même si elle a ses origines chez Marx, chez Hegel, etc. Mais son idée, c'est de dire que on ne peut pas définir abstraitement ce qui est juste dans le cadre d'une société, qu'ont beaucoup fait les philosophes en philosophie morale ou en philosophie politique, y compris en éthique environnementale, dire, ah, pour bien se comporter avec la nature, il faudrait qu'on ait ça et ça comme principe. Bon, d'où vous parlez pour dire ça, on ne sait pas trop. Et du coup, c'est pas partir de l'affirmation positive d'un bon type de comportement
mais de partir de la description des expériences négatives des acteurs sociaux eux-mêmes, de partir de cette description en tant qu'elle formule des problèmes qui sont les problèmes que la philosophie doit adresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les groupes sociaux qui sont dominés, c'est de eux dont il faut partir, ils font des expériences négatives en termes d'aliénation, en termes de domination, de destruction de leur milieu, etc. Et en partant de ces expériences-là, on peut arriver à formuler, ils formulent même des problèmes qui sont les problèmes que la philosophie doit être amenée à résoudre. Voilà, chez Marx, c'était la classe ouvrière, dans le mouvement féministe, c'est la place des femmes, mais voilà, c'est toujours le même truc de cette idée de partir de l'expérience des dominés pour se demander qu'est-ce que c'est qu'une une perspective normative et stratégique. Euh, à partir de là, ça veut dire aussi qu'il y a de la normativité dans la pensée critique, mais c'est pas une normativité abstraite. C'est une normativité qui vient par la négation des causes des expériences négatives. Alors, c'est hyper abstrait ce que je dis, mais en fait, ça s'applique à plein de situations. Vous trouvez que le prix de l'essence est trop cher et du coup, vous lancez un grand mouvement présenté dans les médias comme anti-écologistes, comme les mouvements des Gilets jaunes. Voilà, expériences négatives qui se formulent et qui témoignent d'expériences négatives à partir desquelles voilà, on peut faire de la théorie. Et pour compléter peut-être un peu, ça veut dire que la philosophie sociale ou la théorie critique, c'est une manière de se dire que les groupes sociaux dominés sont déjà en train de formuler les expériences négatives qui constituent les problèmes que la philosophie doit poser. C'est pas le philosophe qui doit inventer des problèmes parce qu'il est il est extrêmement fort et qu'il a lu beaucoup de textes, mais simplement parce qu'il sait déchiffrer le social. Alors, comment il fait pour déchiffrer le social? Voilà, ça c'est, je dirais, les trois objets principaux de la philosophie sociale. C'est de dire que c'est une philosophie du monde social, donc qui ne peut parler que du monde social, qui prend le monde social comme objet. C'est aussi une philosophie qui se base de manière critique sur les sciences sociales et qui ne peut pas établir de discours sur la société sans passer par les sciences sociales. Donc voilà, encore une fois, c'est pas simplement en lisant des textes de philosophie qu'on va pouvoir résoudre des problèmes sociaux. Et ça, c'est le gros avantage de cette pensée quand on est un peu militant, c'est que c'est aussi une philosophie qui défend la perspective que sa finalité est la transformation du monde social. La transformation du monde social dans le but de l'émancipation. Et que donc, elle doit fournir des concepts adaptés aux dominés pour clarifier le type d'expérience qu'ils ont et afin d'établir des pistes stratégiques d'organisation. Euh, donc, là encore, c'est le même genre de problème qu'on se pose, mais avec la grande tranquillité du philosophe qui n'a pas à se demander ce que les gens vont faire de sa théorie, ou d'établir des normes de ce qui doit être fait, mais simplement se dire, bon, quel type de concepts on va pouvoir clarifier, qui sont en fait déjà exprimés dans le monde social sous la forme de problèmes, et dont la clarification philosophique va permettre de donner des pistes de transformation. Ben voilà, je sais pas, si on a un bon concept d'exploitation, en fait, c'est quand même mieux d'avoir un bon concept d'exploitation pour critiquer ce qui se passe sur son lieu de travail, quoi. C'est des choses aussi bêtes que ça. Alors, je suis désolé, j'ai fait un gros détour parce que voilà, maintenant, à partir de là, la question, c'est qu'est-ce que ça change de se dire on peut faire une philosophie sociale de l'environnement ou une théorie critique des rapports capitalistes à la nature? Voilà, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la question, il me semble-t-il, qu'il faut poser dans ce champ-là, enfin, que d'autres gens font, par exemple dans l'écoféminisme. Voilà, enfin, les travaux écoféministes, c'est des travaux qui posent exactement cette question-là, ou dans l'écologie décoloniale. Euh, Moi, la question que je voulais poser en tant que marxiste, c'était de me dire, qu'est-ce que ça change de poser la question des rapports à la nature à partir de la question des expériences négatives faites sur les lieux de travail et à partir de l'expérience du travail. Donc voilà, c'est la question et la seule orientation peut-être que je peux commencer à donner, c'est de dire, voilà, ça permet de redéfinir un peu
des concepts comme celui de travail, comme celui d'aliénation, comme celui d'exploitation, comme celui d'accumulation capitaliste aussi, disant que peut-être l'accumulation capitaliste, elle fonctionne pas que à l'exploitation du travail salarié, mais aussi à l'appropriation gratuite des forces naturelles. Là, ça rejoint de manière très abstraite des discussions qui sont qui pourraient être celles de l'économie écologique. Euh, et donc, voilà. Et après, pour qui, c'était la question aussi, pour qui on écrit. Moi, j'écris pas pour des décideurs parce que on est assez tranquille en philo, c'est qu'ils disent pas trop. Donc, voilà. Il n'y a pas, à part voilà, quelques très bons philosophes, on est tranquille, on peut pas s'adresser à eux. Mais en revanche, moi, ce qui était important pour moi, ça a été de avoir plusieurs stratégies d'écriture. Et en fait, quasiment de plus en plus différencier mes stratégies d'écriture. Euh, Au départ, j'avais l'impression que pour être un peu interventionniste, pour faire de la lutte des classes dans la théorie, il fallait avoir des textes très militants, y compris dans mes manières d'écrire scientifiques. Et en fait, de plus en plus, je me suis dit il y avait un avantage réel, au contraire, à séparer les textes qui étaient de l'ordre des textes de l'interventionnisme militant, des textes de la vulgarisation scientifique et des textes vraiment scientifiques qui vont être lus par trois personnes sur un philosophe inconnu des années 70. Mais parce que voilà, c'est quand même ça le truc. Mais du coup, voilà, c'était juste ça. Pour qui, je sais pas, on sait jamais par qui on est lu et c'est très bien, mais de se dire que en fait, il y avait un intérêt à diversifier les stratégies d'écriture, pour savoir peut-être qu'il ne faut pas parler de la même manière aux mêmes endroits, aux mêmes personnes, et que en fait, peut-être avoir des textes scientifiques, c'est-à-dire qui répondent aux critères des normes scientifiques de sa discipline, de sa sous-discipline, de son champ, etc. C'était sans doute parfois un bien meilleur outil pour des militants que des pamphlets militants. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie utilité de mettre au service des modes d'écriture scientifique. On a bien éclaté l'horloge. Mais, Désolé. Du coup, on va peut-être faire tourner la parole un peu dans la salle. Je sais pas, bon, on a un peu moins d'une demi-heure pour les questions de la salle. Peut-être faire une première vague de trois questions et si on a le temps, on verra pour la deuxième vague. Et pour les personnes en ligne, vous pouvez écrire, on pourra peut-être lire. Est-ce que tu as des questions déjà? Tu pensais déjà? Oui, ouais. J'ai une question pour Lalbara. Est-ce que vous avez parlé de dézoomer dans vos travaux? Est-ce que l'émergence de grands mots comme la planification écologique ou justement la multiplication de forêts prospectives, genre la stratégie nationale bas carbone, ça a été quelque chose qui est intervenu justement dans vos travaux dans le cadre de ce grand dézoom? On se prend plusieurs questions. Oui. Ok. Moi, j'étais intéressé par la démarche que tu as présentée, Morgane. Et du coup, je voulais savoir ce que tu disais sur le fait de produire une économie dans les outils et les politiques publiques. Donc, la démarche, parfait, mais est-ce qu'il y a une demande pour ça? C'est-à-dire enfin, en gros, comment tu fais financer par qui et comment ça marche? T'inquiète. Ok. Et, Bonne question. et de réfléchir à une amélioration des politiques publiques, en voyant qui c'est qui fait les politiques publiques. Je pense que par exemple, piste de recherche, de réflexion sur aussi les politiques publiques post-croissance. Enfin, il y a énormément de politiques publiques dans la fabrication même de la croissance. Ok. Il y a une troisième question. Ouais. Merci, c'est une question un peu à tous. Sur la mise en compte de
techniques dans vos travaux, parce que je trouve que c'est en creux. Et en fait, je trouve que ça médite énormément de questions à travers ce que chacun vous n'avez jamais prononcé. Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Sur la première question, je pense qu'il y a un peu il y aurait deux choses à répondre. La première, c'est quand on dit stratégie nationale bas carbone, planification, c'est les nouveaux mots d'ordre qu'on se donne dans l'action publique. Je trouve qu'il y a deux façons de les regarder, ou services écosystémiques ou agroécologie par exemple, parce que c'est plutôt des choses aussi que j'ai pu croiser. Bah, un truc de la sociologie, c'est de faire l'analyse de cette catégorie, c'est-à-dire voilà quelle est son histoire. On pourrait même dire faire l'archéologie de la catégorie, quelle est son histoire, quels sont les acteurs qui ont participé à la définir, qui ont poussé aussi pour que ça devienne une catégorie dominante, quelles sont les institutions qui s'en sont emparées. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Et la mise en perspective historique, moi, je trouve qu'elle est tout le temps absolument nécessaire, justement, pour comprendre ce qu'on observe aujourd'hui, même si je pense que parfois, les historiens peuvent trouver qu'on fait ça un peu à la serre. Mais en tout cas, je pense que enfin, moi, je n'arrive pas à réfléchir sans remettre un peu de perspective historique. Et puis après, sinon, enfin, stratégie nationale bas carbone, c'est une stratégie. Et donc, il y a un document stratégique qui a été écrit. Et j'ai particulièrement en fait bossé sur la SNBC2 en regardant à la fois alors, comment elle a été conçue. Il y a François-Mathieu Poupeau qui a écrit tout un bouquin là-dessus, justement pour comprendre, faire la sociologie de toutes les négociations qui ont conduit à son écriture. Et puis ensuite, moi, j'ai particulièrement travaillé sur la partie séquestration, dans les scénarios de neutralité carbone 2050, la partie séquestration. Et donc, j'ai fait un peu l'inventaire des instruments de politique publique qui étaient proposés pour séquestrer, ou tenter de séquestrer en tout cas du carbone jusqu'en 2050. Et là, c'est une sociologie, on va dire. Pareil, notamment, j'ai fait une étude de cas sur le label bas carbone. Donc, regarder quels sont les groupes d'acteurs qui sont mobilisés et quels sont les rapports de force pour définir le cadre de la politique publique et ensuite comment elle est mise en œuvre. Donc, vraiment, ça que je mentionnais tout à l'heure dans les études de cas, c'est aller vraiment très précisément faire un peu l'inventaire de toutes les personnes impliquées là-dedans et voir ce que ça produit ou ne produit pas et quels sont les arrangements locaux auxquels ça conduit. Voilà. Sur prise en compte de la technique, alors j'ai pas dit technique, mais j'ai dit science. J'ai dit savoir. Moi, dans les cas que j'avais en tête en parlant, c'est vrai que j'avais plutôt des idées d'outils de quantification, outils de mesure, voilà, qui sont plutôt les choses que j'ai rencontrées sur les terrains, sur les objets de la compensation. Mais par contre, là, depuis 2-3 ans, je suis aussi impliquée dans une enquête sur l'industrie du plastique, et notamment depuis qu'il y a une obligation d'intégration de matières plastiques recyclées dans les procédés industriels. Et donc là, effectivement, la transformation technique dans les usines, c'est plutôt quelque chose qu'on regarde aussi, les freins techniques et les freins matériels à la transition de cette industrie si particulière. Ok. Merci pour les questions. Du coup, je vais essayer de répondre un peu, je vais ouvrir un petit peu, mais donc la vision que j'ai essayé de présenter rapidement, elle ouvre plein de questions. Elle ouvre aussi la question du coup de qu'est-ce que faire l'économie de la transition écologique et ouvrir. Et donc, ça appelle à ouvrir un petit peu le champ. C'est-à-dire que moi, dans mon chapitre 4, par exemple, je traite des conditions macro-financières dans lesquelles qui sont nécessaires pour la Colombie pour sortir de l'histoire des énergies fossiles. Mais du coup, ça va toucher à la dette souveraine, à la façon dont la dette est évaluée par les agences de notation et du coup de quelle politique de prêteurs en dernier ressort on aurait besoin pour par les banques multilatérales de développement pour mettre en place les conditions macro-financières nécessaires à la sortie de la dépendance aux exports des énergies fossiles d'une économie comme la Colombie. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une étude économique de l'interface
société-nature ou de l'interface nature, donc, appelons-le comme on veut, on est dans une vision vraiment de changement transformateur de la société. Donc, à partir de ce moment-là, on rouvre un peu tout. Et du coup, y compris les questions de progrès technique, c'est-à-dire que on va avoir vraiment la question de l'innovation adéquate pour la transition écologique, enfin pour des transitions écologiques différentes, même d'ailleurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un progrès technique dirigé pour répondre à un objectif écologique normatif identifié. Bon, par exemple, moi je suis toujours étonnée sur la question du plastique, à quel point c'est absent de l'économie écologique et de l'économie de l'environnement comme question. Enfin, comment on fait pour avoir un traitement de filière qui prend en compte la réduction des emballages, quel impact sur la chaîne logistique, quelle transformation du commerce international, pourquoi on n'a pas de réponse à ces questions alors qu'on a 15 valeurs des AD, quoi. Et donc, du coup, et donc, du coup, cet aspect vraiment, on rentre dans la chaîne causale de l'impact, à la fois dans ses déterminants financiers, dans ses déterminants économiques, et puis aussi dans la matière, mais pas seulement je veux dire, la ressource naturelle elle-même, mais aussi comment nous, on l'a transformée et ce qui fait qu'on est dans cette, enfin, qu'on est la force que l'Anthropocène décrit, cette force capable de transformer notre environnement. Pour être plus concrète sur est-ce qu'il y a de l'espace dans la recherche pour ce genre de choses, je pense, oui, enfin, je pense que oui, vraiment, c'est-à-dire que vendre une économie politique de la transition écologique, pour dire comme ça, ou vendre une étude en tout cas des impacts des normes écologiques qui pourraient être mises en œuvre dans les banques centrales qui s'appelle un levier de transition, mais c'est mis en place, c'est pensé comme un risque, c'est-à-dire si le gouvernement, le planificateur met en place ça, et les entreprises vont le subir de cette manière. Je pense que la partie risque revient dans la manière dont c'est le plus souvent compris par les économistes mainstream aujourd'hui, c'est un risque de transition. Le terme de risque revient à vouloir le minimiser finalement. C'est-à-dire on évite un changement trop transformateur parce que le risque pour les entités est trop important et autres. Et réouvrir ce champ en disant en fait, c'est pas seulement un risque de transition, c'est une prospective. Là, je pense que ça, enfin, oui, je pense qu'il y a ça pose pas je vois pas de difficulté majeure à avoir un projet de thèse sur cette question, mais bon, peut-être qu'on peut en discuter. Je sais pas si je vais dire quelque chose, s'il y a d'autres questions. Ah sinon, je voulais rajouter quelque chose, pardon. Je vais rajouter des choses à mon propre point. J'ai parlé aussi donc, dans la partie quel type d'économie écologique on aimerait voir venir, et c'est vraiment une discussion ouverte. Je disais au début, moi j'ai travaillé au Sénégal pendant un moment, et ça pose aussi la question, bon, évidemment, du positionnement des économistes occidentaux dans d'autres contextes, et ça peut à quoi on contribue, à quel type d'institution de recherche, à quel type de domination on contribue, quel est le rôle de la science économique pour imposer une forme une vision du développement et pour rouvrir toutes ces questions, évidemment, elles sont importantes. Mais je vais aller un peu au-delà d'un point de vue méthodologique, c'est aussi la question, si on se pose ces questions d'économie politique, de la transition écologique que j'essaie de mentionner, c'est quelle méthode adaptée à quel contexte, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas étudier de la même façon une pression inflationniste en Europe, en Afrique de l'Ouest ou en Amérique latine. Et donc, avoir toujours se poser la question de l'adéquation des méthodes au contexte, notamment dans une démarche prospective, c'est presque encore plus important, parce qu'on a vraiment besoin d'une compréhension du social, des dynamiques, de la structure des économies, de leurs différences, même des catégories, qu'est-ce que ça veut dire l'emploi, ou qu'est-ce que ça veut dire le chômage dans tel contexte. Donc, de réouvrir aussi cette boîte et de la lier aux travaux en économie écologique, c'est vraiment nécessaire. Voilà, merci. Un truc à répondre, Paul? Tour de parole, non, peut-être. Ah, Question. Bon, on va le deuxième. ouais, si vous avez d'autres questions. Ouais, peut-être. T'inspires pas sympa. Si, Non, j'ai comme ça. Moi, j'ai une question pour Paul. Je vous Ouais. avais la salle. Salut. Sur le rapport quand tu parles de l'éco-marxisme et l'économie politique, quand il y a de la sociale, c'est à la fois du monde social et des sciences sociales. Et le rapport initial, enfin, au début de Marx, c'est dire une catégorie de l'économie bourgeoise comme l'économie politique invisible, enfin, qui disparaît, pas adéquate, en tout cas aux catégories du monde social. Comment est-ce que tu vois cette question de transposer à l'enjeu environnemental? Il y a eu énormément une critique marxiste de l'économie de l'environnement, laquelle c'est plutôt une source d'inspiration. Enfin, comment tu vis ce rapport entre la science sociale, l'économie de l'environnement et l'éco-marxisme?
J'avais aussi une question par rapport à la place des groupes sociaux dominés dans la production de connaissances. Parce que, de mon avis, les dominés ne sont pas forcément présents dans les laboratoires ou dans la classe contemporaine en général. Et toi, tu disais que tu voulais partir de cette expérience après conceptualiser des explications. Et du coup, ça concrètement, comment on fait. Et une troisième lecture. Moi, ça me semble fouillu, mais je vais essayer d'être clair et court. La question que je me pose, c'est quand vous avez posé la question de pour qui, pourquoi on fait là de la production de savoir. Et encore trop souvent, j'ai l'impression que dans la réalité, dans le code aussi, il y a l'écologie décrite comme quelque chose de pourquoi, comme quelque chose qui vient urbaine aussi. Et du coup, je me demandais comment depuis vos champs disciplinaires, c'est possible de refaire le pont, d'avoir qui est trop pratique, d'avoir vers ces champs-là, quel type de canal de communication, comment s'y reconnecter, dans le temps de vol pour vous, qu'est-ce que c'est qu'on fait travail, comment on utilise ça, comment tu construis les discours qui sont entendables en dehors du monde de l'académie. Et voilà. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour les questions difficiles que vous posez. Non, en fait, c'est hyper étonnant, je trouve que, étonnamment, l'écomarxisme, l'écologie politique marxiste, à part Burkett, qui est une source d'inspiration, comme tu dis, c'est très peu intéressé à l'économie, que ce soit l'économie écologique ou même aux autres champs de l'économie. En fait, normalement, c'est un des trucs qu'on attend des marxistes en sciences sociales, quoi, c'est qu'ils s'intéressent un peu à l'économie. Et ça a été assez peu le cas. Du coup, je ne sais pas trop comment te répondre parce que pour moi, le seul qui a vraiment fait, enfin, je dirais, il y a trois personnes que je vois qui ont un peu fait ce travail. Il y a Burkett, mais qui a fait ce travail vraiment par une relecture des textes de Marx, principalement, à ma connaissance, en disant, bon, alors c'est quoi la théorie de la valeur chez Marx et comment est-ce que sa théorie de la valeur, on peut la défendre dans le champ de l'économie écologique. À mon avis, de manière un peu orthodoxe, pas au sens que vous employez d'orthodoxie en économie, au sens très hétérodoxe. Bon, il y a lui. Après, je pense que ça, c'est le premier, il le fait vraiment par une forme de relecture des textes de Marx. Ensuite, je dirais qu'il y a quand même un gros trou, et moi je pense que une de celles qui essaye de le faire maintenant, c'est Alissa Battistoni, qui a sorti il n'y a pas très longtemps un bouquin qui s'appelle Free Gifts, Capitalism and the Politics of Nature, et qui donc essaie de relire toute l'économie, qui essaie de relire l'économie actuelle, l'économie politique actuelle, et l'histoire de l'économie politique à partir des questions éco-marxistes. Voilà, donc c'est vraiment, enfin voilà, ma réponse est hyper insatisfaisante parce que je pense que ça a été peu fait en fait, comme travail. Euh, et sur la production de connaissances depuis comment on fait? Alors, bah, moi, je fais de deux manières différentes. Déjà, en lisant beaucoup des textes qui sont produits, parce que il y a beaucoup de textes qui sont produits par dominés les groupes subalternes, etc. Donc, il y a énormément de corpus, en fait. Ça peut être des textes syndicaux, ça peut être dans le cadre du monde du travail, ça peut être des tracts, ça peut être... il y a plein de choses, en fait, en termes de production textuelle. Et après, je fais des enquêtes. Et là encore, le gros avantage en philo, c'est que comme on n'a pas vraiment de méthode d'enquête, j'exagère, on emprunte des méthodes du coup aux sciences sociales, aux autres sciences sociales qui elles ont des méthodes. Voilà. Et donc du coup, je fais d'enquête. Je fais beaucoup voilà, d'enquêtes avec l'idée quand même qu'il faut ce qui vient de l'histoire du marxisme et de la théorie critique, c'est qu'on ne peut pas, si on veut vraiment faire des enquêtes, faire de transformation sociale, faire des enquêtes sur, on ne peut faire que des enquêtes avec de la co-enquête, encore mieux, des enquêtes faites par les dominés eux-mêmes. Et dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a énormément d'enquêtes ouvrières faites par des ouvriers eux-mêmes sur leurs conditions de travail.
c'est la base d'une littérature énorme qui est absolument centrale et dans laquelle on peut se dire, bon, bah, en fait, le travail est déjà fait en partie. Donc voilà, moi je me base beaucoup sur cette littérature-là, qui a plein de sources d'inspiration. Il y a une enquête, il y a une enquête ouvrière, il y a plein d'enquêtes ouvrières dans les années 1830, 1840. Il y a des enquêtes ouvrières évidemment chez Marx et Engels. Il y en a dans l'opéralisme italien dans les années 70. Voilà, il y a plein de courants qui ont fait de l'enquête ouvrière et de la production de savoir par les dominés eux-mêmes. Il reste du temps là ou pas? Il reste 5 minutes? Dernière question. Je peux répondre à la question sur l'économie bourgeoise. Enfin, Bah oui, oui. Si tu veux que de l'économie, on peut pas. non, non, mais parce que en fait, merci pour la question parce que c'est en fait c'est quelque chose qui est très structurant en ce moment dans les débats en sociologie de l'environnement. Enfin, il y a euh, il y a quelques sociologues très visibles qui font plein de choses sur ça. On pense au bouquin de Combi sur écolo mais pas trop. Et en fait, c'est vraiment ouais, c'est des sociologues, on va dire, qui sont arrivés un peu plus tard sur la question environnementale que d'autres, qui prennent pas mal de place dans l'espace scientifique et médiatique. Et en fait, alors peut-être parce que je suis directement la cible de la critique aussi, je sais pas, mais en fait, moi, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse dans la sociologie. Et mon problème avec ça, c'est de tout recentrer sur un individu consommateur et d'analyser en fait la question environnementale au prisme de. Et j'ai parfois l'impression un peu que on tombe dans le piège de justement, de toutes les politiques publiques qui ont individualisé le mode de conception de comment on va répondre à l'urgence écologique. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parce que ça invisibilise toutes les structures sociales et les structures économiques du capitalisme qui conduisent en fait à faire aussi cette stratification des consommateurs. Et donc, je suis un peu, voilà, moi, je suis pas très, voilà, c'est pas mes livres de chevet, on va dire. Et plutôt, alors, j'ai pas encore beaucoup eu le temps de le faire, mais moi, j'aimerais essayer de développer une figure un peu alternative que ce citoyen consommateur écologiste ou pas assez, qui serait une figure d'un homo ecologicus qui serait le cousin de l'Homo economicus et qui serait en fait cette figure théorique en fait, qu'on retrouve dans plein de théories économiques et qui est cet individu théorique qui essaie de maximiser, de minimiser en permanence son empreinte carbone. En fait, je trouve que cette figure-là, si on essaye de filer la façon dont on la retrouve dans plein de politiques publiques, de régulation du comportement des citoyens, des consommateurs, d'application du principe de pollueur-payeur, etc., eh ben, on a une critique un peu plus puissante voilà, des travers du libéralisme. Donc, c'est une entrée qui m'intéresse un peu plus. Ouais.